Allez Coralie, je vous donne la parole pour les premières questions. On va commencer cet entretien en parlant de prostitution. Est-ce que selon vous, il faut reconnaître la prostitution comme une activité professionnelle? C'est la proposition de loi qui a été déposée par des députés LR et RN. Ça fait écho à notre débat sur l'union des droites. D'abord, c'est un sujet délicat, la prostitution. J'ai eu affaire à ce milieu pendant une quinzaine d'années parce que j'étais vice-président national des élus locaux contre le sida avec Jean-Luc Romero. Donc j'ai participé à plusieurs colloques, j'ai rencontré des prostituées qui, enfin celles qu'on a rencontrées en tout cas, demandaient cette reconnaissance déjà il y a 15-20 ans. Est-ce qu'on ne dit pas le plus vieux métier du monde? Donc métier, profession. Est-ce que c'est un choix, la prostitution? Pour certaines, oui. Pour la majorité, non. Pour la grande majorité. Après, la prostitution est autorisée en France. C'est le proxénétisme qui est interdit. Donc la lutte contre le proxénétisme doit continuer. Ensuite, il y a un changement de manière de se prostituer. C'est avant, il y avait la prostitution de rue qui a pratiquement disparu. Et maintenant, c'est sur Internet avec Airbnb. Tout est caché. Donc les services sanitaires n'ont plus accès aux prostituées. C'est ce qui m'inquiète le plus. Et donc, oui, enfin ma position, c'est continuer à lutter contre le proxénétisme. Et ensuite, côté prostituée, bien évidemment que c'est une profession puisqu'elles payent des impôts sur leurs revenus. On a le sentiment avec cette proposition de loi que c'est comme une fausse bonne idée. Parce que lutter contre la prostitution, c'est peut-être pas l'encourager en la reconnaissant comme activité professionnelle. C'est notamment ce que dénonce la gauche, puisque en disant que c'est une activité professionnelle, on légitime le fait qu'on marchandise un corps. La prostitution, c'est pas un métier, c'est pas auxiliaire de vie, c'est pas péricultrice, c'est quand même quelque chose qui touche à l'intimité. Donc oui. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée de la droite, cette proposition ? C'est un vaste débat, je pense qu'on n'aura pas le temps ce soir. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à repérer les prostituées pour pouvoir les suivre, notamment au niveau sanitaire. Parce que c'est ça le Mais gros peut-être souci. qu'il faudrait peut-être plus de moyens pour augmenter les parcours de sortie, pour être à leur écoute, pour financer les associations, plutôt qu'intensifier. Alors tout ça existe déjà. Hein. Qu'est-ce que demain, peut-être que ça sera aussi, à notre frontière, la Jonquera, peut-être qu'elle sera en France, peut-être que c'est la réouverture des maisons closes, alors pas avec ces termes-là, mais cette loi, cette proposition de loi, elle paraît quand même un peu insidieuse. Elle se colle à la réalité, c'est-à-dire qu'on peut prendre toutes les mesures qu'on veut, la prostitution existera toujours. Donc autant... Alors sans transition, on va parler sécurité. Vous avez été très longtemps adjoint à la sécurité de la ville de Nîmes. Vous êtes aussi élu départemental sur le canton de Nîmes 4, qui compte les quartiers ouest de la ville. Qu'avez-vous pensé de la décision du premier adjoint de la ville de Nîmes, Julien Plantier, qui est venu sur notre plateau et qui a dit qu'il refuserait de faire les travaux du poste de police de Nîmes de Pissevin sans que l'État garantisse que ce soit un commissariat? Qu'est-ce que vous avez pensé de son bras de fer ? Alors là où Julien a raison, c'est qu'en effet, il serait anormal que seule la ville supporte ces frais-là, puisque c'est un poste mutualisé national municipal. Donc il faut absolument que l'État mette 50% et la ville 50%. Là où, par expérience, Julien est allé un peu loin, c'est qu'un commissariat ouvert 24 heures sur 24, on ne l'aura jamais. Il ne faut pas se voiler la face. Ça ne sera jamais ouvert 24 heures sur 24. Mais non. Même si le maire le souhaite. Hein. Mais oui, mais... Parce que le maire aujourd'hui... Là, je parle en tant qu'ancien adjoint à la sécurité. Je connais très bien les difficultés du commissariat, le manque d'effectifs. Il faut savoir que police nationale ou police municipale, pour avoir un policier sur le terrain, il faut en recruter 7. Donc, si c'est pour avoir un poste ouvert 24 heures sur 24 avec 4 policiers à l'intérieur, je ne vois pas trop l'intérêt. Et en plus, personnellement, même au niveau de la police municipale, j'ai toujours été contre le fait d'ouvrir des postes. Parce que les policiers sont des êtres humains comme les autres. Il y a les postes cafés, moi je les veux sur le terrain, je ne les veux pas dans un bureau en train de faire des procédures. Mais est-ce que le fait aujourd'hui que quand même le ministre de l'Intérieur soit Bruno Retailleau, ça ne peut pas faciliter les choses? Est-ce que Julien Plantier n'a pas raison de faire ça? Il a raison, comme toujours, dans une négociation, il a raison de taper haut pour avoir un petit peu moins, oui. Mais je sais que ce n'est pas possible. On va parler de la police des transports. Gérald Darmanin l'avait promise en 2024 après les JO. Il devait avoir 12 personnes dans nos bus. Où est-ce qu'on en est ? Pas de nouvelles pour l'instant. En effet, M. Darmanin l'avait promis. Je m'occupe de la sécurité au niveau de Nîmes Métropole, donc la sécurité des transports. On n'a pas encore de retour. Laurent Burgois est proche de Bruno Retailleau. Je vais passer par Laurent pour essayer d'avoir des nouvelles. J'espère que cette promesse... Oui, parce que c'était prévu pour le début d'année 2025. Tout à fait, on devrait les avoir. Là.
Et vous l'aviez chiffré pour que Nîmes Métropole se dote de cette police. Ça faisait 800 000 € à l'époque. C'était trop cher pour l'agglo. Trop cher par rapport à l'état des finances qu'on a trouvé en 2020. Allez, une dernière question. Coralie, ensuite on donne la parole aux sociétaires sur le CITOM. On revient sur des questions un peu politiquement coquines. Ah. Le CITOM, donc, c'est le syndicat qui permet de traiter les ordures ménagères. La TOM va baisser en 2026 de 10%. C'est ce que nous a annoncé Bernard Engelras, qui est le vice-président chargé du ramassage des déchets. Et quand on lui a demandé pourquoi, il nous a expliqué, il a un peu tiré la couverture à lui en disant, bon ben voilà, cette baisse, c'est grâce à la politique qui a été rationalisée de ramassage des déchets. Et c'est pas du tout grâce à l'incinérateur que vous présidez. Qu'est-ce que vous lui répondez à Bernard ? Qu'il a en partie raison, quand même. C'est vrai que le Nîmes Métropole et les services de Bernard Engelras ont fait de très gros efforts en rationalisant les collectes, en poussant au tri sélectif. Mais la baisse de tarif de l'incinération y est aussi pour beaucoup, puisqu'on passe de 95 € la tonne à 40 € la tonne. Donc évidemment, ça aidera à baisser la tonne. C'est surtout ça, en fait, aujourd'hui qui permet la baisse. C'est pareil, à 50-50. Et enfin, juste sur le centre de tri, parce que vous aviez relancé le marché qui est actuellement géré par Paprec. Finalement, vous l'avez relancé puisque vous n'étiez pas satisfait en fait, de la proposition de Paprec pour gérer ce centre de tri. Voilà, la seule entreprise qui a répondu à l'appel d'offres, c'est Paprec. Et on n'a pas été satisfait, donc on a relancé le marché. En effet, en espérant que maintenant, on aura plusieurs prestataires possibles. Allez, Nicolas Pellegrini, votre question à notre invité Richard Tiberino. Alors, bonsoir Monsieur Tiberino. Je voulais vous poser une question au sujet de justement la police des transports, en prolongation de la question qui vient d'être posée, au sujet du dialogue social avec les différents syndicats à propos du changement potentiel de prestataires pour la gestion des transports publics de l'agglo. Est-ce que le dialogue est un petit peu avancé ? Est-ce qu'on a trouvé des solutions pour garantir les avantages, si on peut parler d'avantages, puisque ça reste quand même des métiers extrêmement précaires, des salariés qui sont actuellement en poste? Moi, je vais être honnête avec vous, c'est pas un sujet que je suis du tout. Je m'occupe pas des transports, je m'occupe de la sécurité à l'intérieur des bus. Vous êtes à l'agglo, c'est pour ça. Ouais, mais je suis pas au courant de tout. Donc, apparemment, ça s'est calmé, mais là, il faudrait demander à mes collègues Claude de Gérardi ou M. Campello, qui eux suivent ce dossier. Je m'excuse. Je me renseignerai de mon côté, pas de souci. Nicolas Pellegrini, votre question, on l'a entendu. Nicolas Ferrière, à présent, votre question à notre invité. Eh bien, moi aussi, Monsieur Tiberino, bonsoir. Je vais rebondir sur un des sujets précédemment évoqués, les déchets, pour vous poser une petite question sur votre avis concernant la départementalisation en tout cas, la réflexion au niveau départemental sur la gestion des déchets. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, se poser des questions au-delà des territoires administratifs, des intercommunalités, pour, à long terme, mieux gérer nos déchets? Alors, vous parlez d'une politique départementale. Les déchets, c'est une compétence régionale désormais. Malheureusement, enfin moi j'ai toujours dit ça et je le dis encore, le Gard mériterait un deuxième incinérateur dans votre coin, c'est-à-dire vers le Gard, enfin, et l'autre aussi, hein, le Gard audanien. Malheureusement, à la région, ils veulent qu'un seul incinérateur. Est-ce que ça se limite à ça? C'est-à-dire qu'après, à travers ma question, il y a quand même l'idée que il y a des vrais progrès qui sont réalisés sur votre territoire, et ils se traduisent par des choix fiscaux. Mais est-ce que ça n'a pas du sens de porter des questions plus globales avec les autres territoires, justement parce qu'à un moment donné, on peut faire infléchir des décisions, en particulier le plan régional des déchets, qui effectivement aujourd'hui ne prévoit pas de deuxième site d'incinération. Vous avez entièrement raison, mais ça existe. Hein, donc vous devez le savoir, hein, parce que M. Verdier y participe. C'est M. Verdier qui en est à l'origine. Voilà, qui en est à l'origine. Christophe Rivenc le préside actuellement. C'est une entente entre le président de PCI et les présidents de syndicats de traitement des déchets. Et ils bossent justement ensemble, quelles que soient les couleurs politiques. Exactement. Pour changer de sujet, mais peut-être revenir avant qu'on rentre dans la politique locale et la politique nîmoise avec Coralie, une question qui fait un peu écho à mon éditorial en début de l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire de Donald Trump? Est-ce que vous êtes heureux de cette victoire? Non, on ne va pas aller jusque-là. D'abord, je ne me permettrai pas de m'immiscer dans le choix des Américains, hein, comme je n'admettrai pas qu'ils s'immiscent dans nos choix à nous. Surpris d'abord parce qu'il a gagné largement. Tous les instituts de sondage, toute la presse disaient qu'ils étaient au coude à coude. Comme quoi, les instituts de sondage et la presse, il ne faut pas toujours les écouter, je m'excuse. Tout le monde s'est planté largement.
Après, c'est le On choix. peut quand même dire, enfin, je me permets de dire que c'est pas tout à fait la même élection quand même. Hein. Non, En d'accord. France par rapport aux États-Unis. Hein. Oui, oui, non, mais d'accord. C'est bien de le Bien préciser. rappeler, oui. Non, mais là, quand je parle de la presse, c'est pas au niveau français, c'est Au niveau américain. les- Mais en ouais, fait, quand on- même, c'est la première fois que la presse américaine ne prend pas vraiment parti entre les C'est deux vrai. candidats. C'est vrai. Ben, il faut dire aujourd'hui que, enfin, si j'écoute les reportages, que ce soit les Américains, les Français ou quoi, la presse, c'est devenu les réseaux sociaux. Il y a peu de gens qui achètent le Midi Libre, qui achètent la Gazette, qui achètent Objectif Gare. Il y en a pas C'est un beaucoup. tort. Parce que du coup, C'est un tort, mais ça n'a pas tout du à tout la fait. même Je fonction. vous rassure, Mais il y a je beaucoup de sais. monde qui lit Objectif Gare. Mais oui. Monsieur Tiberino, hein, sur Moi, Internet moi, en le particulier. premier. Hein. Non, mais c'est ce qui m'inquiète justement, c'est que, et notamment les jeunes, hein, les 18-35 ans, ils sont en réseaux sociaux à fond, avec toutes les fake news, avec tous ces trucs-là. Et Trump a surfé là-dessus, quoi. Alors après, non, je ne suis pas content, mais je respecte le choix des Américains. C'est comme, Vous auriez préféré Kamala Harris? Oui, pour plusieurs raisons, oui. Elle est plus modérée, c'est une femme, black. Vous l'avez partagé C'était- sur vos réseaux sociaux d'ailleurs. Exactement, sur mes Pendant la réseaux sociaux, je campagne. me suis Qu'est-ce mouillé. que peut-être, sans parler de Donald Trump, qu'est-ce que ça exprime en tout cas chez les Américains, ce vote? Je pense que ça ressemble au vote des 10 millions de Français qui ont voté Rassemblement National. C'est-à-dire c'est une perte des gens qui se rendent compte qu'ils perdent leur identité et qui veulent la retrouver. Et puis, il y a une guerre contre le wokisme que je partage. Toutes ces bien-pensances. Voilà. Et est-ce que Marine Le Pen dit autant d'âneries selon vous que Donald Trump? C'est Quand pas- on en c'est est pas dans aussi- une campagne c'est pas électorale à aussi dire violent. que les immigrés mangent les chats et les chiens dans la oui, rue. oui, voilà, c'est pas aussi violent et aussi ridicule. Comme je l'ai dit dans ma réaction sur Brigitte Gare, c'est un personnage sulfureux. Maintenant, il faut voir en tant que président comment il va agir, parce qu'il faut se souvenir qu'il a quand même été déjà président. Je pense pas qu'il ait fait de grosses bêtises à l'époque. Je suis pas. Ah bah du coup, alors les viticulteurs du Gard, ils pensent pas exactement comme Ah non, vous, mais ça, parce que la taxe Trump, alors les a desservis. Oui, oui, mais ça je m'inquiète. Je vois Bernard Engelras tous les jours, et c'est vrai que lui, il est inquiet. Allez Coralie, on parle des Républicains dans le Gard. Exactement, et on revient à Nîmes, notre belle ville. Vous êtes président de la Fédération LR du Gard. Entre Julien Plantier, le premier adjoint de la ville de Nîmes, et Franck Proust, le président de Nîmes Métropole, vers qui votre cœur balance pour 2026 ? Alors, je me suis déjà exprimé sur ce plateau là-dessus, mais en préambule, je voudrais dire quelque chose, parce que maintenant, je vois que ça commence à prendre des proportions qui ont tendance à m'agacer, et à en agacer plusieurs. C'est que se prononcer maintenant, se déclarer candidat maintenant, à part les autres partis, mais nous qui sommes sortants, je trouve ça indécent et irrespectueux envers Jean-Paul Fournier. Il est encore là pour 17 à 20 mois, hein, on ne sait pas encore si les élections auront lieu en mars ou en juin 2026. On a plein de projets à mener à bien encore, des gros, des moyens, des petits. Moi, j'invite tous les élus de la majorité municipale à ressortir la feuille de route que nous avait donnée Jean-Paul Fournier en 2020 et se consacrer à 100% à ça, et non pas à la campagne des élections. Alors après, ils peuvent faire deux Ceci choses. dit, Voilà, je pense que c'est je ce ne que vais vous pas faites fuir aussi. votre question, pour des raisons pour lesquelles je me suis déjà exprimé auprès de vous. Je suis plutôt pour Franck Proust, évidemment, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a été député européen, parce qu'il a des réseaux nationaux, internationaux, parce qu'il est président de l'AGLO et qu'il est en train de redresser les finances de l'AGLO qui étaient mal en point. Mais dans tous les cas, je suis président des Républicains, vous l'avez rappelé, donc je suivrai le candidat qui sera investi par mon parti. Ça va se décider au niveau national pour vous ? Bien sûr. C'est pas au maire à choisir son successeur ? Non, c'est-à-dire le maire, les parlementaires, le secrétaire départemental et le président, on sera écoutés par la commission d'investiture, mais c'est la commission d'investiture qui décidera. Est-ce que vous pensez que le maire va prendre position ? Je ne sais pas. Vous le connaissez depuis longtemps, vous avez oui, été je dans connais. l'opposition avec lui en 95. Est-ce que vous connaissez Jean-Paul Fournier ? Il a joué tout au long de sa carrière politique sur les ambitions. Vous-même, un jour, il vous a donné l'éventualité d'être successeur, comme Richard Flandin. Est-ce que vous pensez que finalement, il prendra position ? La seule chose que je sais, c'est que ce petit jeu entre les deux, enfin quand on dit les deux candidats, Franck ne sait pas encore prononcer, hein. Reste à savoir si Ce sont des candidats candidat. putatifs. Voilà, des candidats putatifs. Je pense, connaissant Jean-Paul Fournier, que ça l'agace. Pardon ? Que ça l'agace de voir tous ces petits coups. Pour aller ces au-delà clans. au-delà de ce duo, effectivement, dont on parle depuis plusieurs semaines, comment incarner le changement après Jean-Paul Fournier ? Est-ce qu'il est possible, après 2026, d'échapper à une forme de dégagisme d'une équipe qui est en place depuis plus de 20 ans ? Non, il ne s'agira pas de dégagisme, il s'agira au niveau de... Il faut avouer que Jean-Paul Fournier, quand même, en 20 ans, a profondément transformé la ville.
notamment le centre-ville. Maintenant, les quartiers populaires avec le renouvellement urbain. Après, il faut avoir des projets qui dépassent le centre-ville. En centre-ville, tout a été fait. Je dis bravo à Jean-Paul Fournier. Hein. Je cite souvent cet exemple. À l'époque, quand il prévoyait de faire le musée de la Romanité, qui m'a demandé ce que j'en pensais, je lui ai dit que c'était pas le bon moment, que j'y croyais pas trop à ce projet. Et finalement, il marche à fond. Conclusion, Jean-Paul Fournier est toujours le patron. Il a toujours raison. Oui. Coralie, une toute dernière question. Je ne sais pas si nos sociétaires ont encore une question pour notre invité, mais vous aviez peut-être une dernière question à poser à Richard Tiberino. J'ai toujours plein de questions à vous poser. Non, c'est sur votre choix par rapport à Franck Proust. C'est que pendant des années, quand même, celui que vous avez mis en piste pour succéder à Jean-Paul Fournier, c'était Julien Plantier. Aujourd'hui, il est premier adjoint de la ville de Nîmes. C'est lui qui dirige la SPL Agathe. Pourquoi les choses ont tourné comme ça? Est-ce que finalement il est mauvais, Julien Plantier? Il n'est pas assez bon? Ah non, j'ai jamais dit ça. La dernière fois sur votre plateau, j'ai même dit qu'il était brillant. Et pardon, je termine du coup ma question qui est aussi une réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes élus qui sont derrière Julien Plantier parce qu'ils voient en lui une nouvelle page à écrire, une inspiration de la jeunesse, un nouvel élan à donner à la ville. Je ne veux pas être désagréable envers Julien Plantier, mais la jeunesse, on a donné avec Emmanuel Macron. Et on a vu le résultat. Donc la jeunesse, c'est pas un argument. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Donc quand Julien Plantier dit que Franck Proust est un peu trop âgé, là non plus, c'est pas un argument? Non, parce que Jean-Paul Fournier est devenu maire à 56 ans, il était déjà grand-père. Donc non, la jeunesse, c'est pas un argument. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Julien Plantier est quelqu'un de brillant, avec Bernard Serafino, avec Franck Proust. C'est vrai qu'on l'a poussé quand il était plus jeune, mais pas pour prendre la succession de Jean-Paul Fournier. À mon avis, c'est un peu trop tôt. Nicolas Pellegrini, vous aviez une question ou pas? Oui, j'avais une question. Allez, pour terminer cette interview. J'avais bien regardé l'interview de Franck Proust sur Objectif Gare, il y a quelques semaines de cela. Moi, il y a quelque chose qui me choque. Alors, je suis juriste de profession, démocrate dans l'âme, et il y a quelque chose qui me dérange au niveau des intercommunalités. C'est la capacité qu'ont certaines personnalités à la fois présider une agglo et à la fois vouloir être le maire ou en tout cas le premier magistrat de la ville-centre. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça pourrait déjà être problématique au regard des autres communes qui composent une agglomération, que Franck Proust, puisque c'était lui dont il était question, soit à la fois le président de l'agglo et le maire de Nîmes. Je pense qu'on ne peut pas être sur tous les tableaux à la fois, d'autant que les compétences sont quand même si elles se rejoignent, et le plus souvent il vaut mieux que ça se fasse en bonne intelligence, je pense qu'on ne peut pas être partout. Et en tout cas que, automatiquement, humainement, le cœur finit par balancer soit d'un côté, soit de l'autre. Richard Tiberino. Écoutez, de 2002 à 2014, Jean-Paul Fournier a été maire de Nîmes, président de l'agglo, sénateur. Tout est possible. Je ne sais pas si c'est votre collègue, vu ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais Vincent Bouget a dit qu'il fallait que le maire de Nîmes soit aussi président de l'agglo. Je ne le rejoins pas sur ce point-là. Ouais. Et oui, mais moi, oui, je le rejoins. Et, quel que soit notre candidat, que je soutiendrai, je le redis, même si c'est Julien Plantier qui a investi, je soutiendrai Julien Plantier, bien évidemment. Il faut qu'il soit... On l'a vécu avec Jean-Paul Fournier, maire et président de l'agglo, tout était bien huilé. Il y a eu M. Lachaud, évidemment, vu les relations entre les deux hommes, ça a été très compliqué. Et aujourd'hui... Les gens réclament son retour dans les commentaires des téléspectateurs, Richard. De M. Lachaud? Oui. Ah oui, d'accord. Et vous m'avez coupé, je sais plus ce que j'avais dit. Oui, et aujourd'hui, c'est Franck Proust, qui est de la même famille politique que Jean-Paul Fournier. Et parfois, il y a des désaccords. Donc, il vaut mieux que ce soit le... Allez, merci beaucoup. Mais je comprends votre question. Merci, Richard Tiberino, d'avoir répondu à toutes nos questions.